Laurent Danon-Boileau, bonjour. Bonjour. En tant qu'éditrice de Psychoanalysis Today, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour cet entretien vidéo qui paraîtra dans le prochain numéro consacré au langage et à l'inconscient. Vous êtes professeur émérite à l'Université de Paris René Descartes et vous avez été chercheur au CNRS dans le laboratoire d'études sur l'acquisition et la pathologie du langage chez l'enfant. Vous êtes psychanalyste, membre titulaire formateur de la Société psychanalytique de Paris et aussi écrivain. Vous avez publié 3 romans, La stupeur, Un homme ficelé et Romain Légaré. Vous avez été très actif au plan éditorial et vous êtes actuellement le directeur de la collection Le silence des sirènes aux éditions Fario. En 2007, vous avez participé au congrès de psychanalyse de langue française sur la cure de parole et votre rapport s'intitulait « La force du langage ». Vous vous êtes aussi beaucoup intéressé à l'autisme. Vous avez travaillé avec des enfants et des adolescents autistes et vous avez publié de nombreux ouvrages sur ce thème, dont le plus récent, Voir l'autiste autrement, est paru aux éditions Odile Jacob en 2012. Vous avez aussi, entre autres, écrit « La parole est un jeu d'enfant fragile ». Et votre dernier ouvrage, paru dans la collection de l'inconscient aux éditions Gallimard, Le non-moi, développe plusieurs des thèmes qui vous sont chers. Alors, pour vous, psychanalyste, qu'est-ce que le langage et que vous a apporté dans le travail de la cure votre formation de linguiste et votre métier d'écrivain? D'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité dans le cadre de ce journal sur le net. Et je voulais vous dire au fond que chaque pays a une particularité. En Angleterre, les grands noms comme Klein et Winnicott sont reliés à la problématique de l'enfant. Et en France, c'est plutôt un thème comme celui du langage qui a été mis en avant, en particulier par Lacan, bien entendu. Mais je voudrais dire que ma perspective n'est pas du tout une perspective lacanienne, parce que chez lui, c'est une mise en lien entre la problématique du langage et celle de l'inconscient, et que chez moi, mon travail est plutôt parti de l'observation du langage dans la cure. D'abord, j'ai tiré de mon passé de linguiste un certain intérêt pour la manière dont les choses se distribuaient dans la cure, dans le langage lui-même, si vous voulez. Le langage de la cure a ceci de particulier, qu'il n'y a absolument aucune exigence de performance d'information, de sorte que ces rouages les plus archaïques adviennent et qu'on peut les suivre et en suivre l'évolution. Et à partir du moment où on parle pour rien, on fait vraiment ressurgir les dimensions les plus profondes du fonctionnement du langage. Pour ma part, dans la cure, j'ai essayé de voir qu'il y avait 2 formes de langage, 2 styles de langage assez différents. D'un côté, ce que j'ai appelé le langage associatif, qui est celui du rêve et de la poésie, et de l'autre côté, ce que j'ai appelé le langage compulsif, qui est plutôt de l'ordre de l'agir, et comme le dit Jean-Luc Donnet, un agir par le biais de la parole. Et si vous voulez, c'est ces 2 formes de régression langagière, d'un côté du côté du rêve et de l'autre du côté de l'agir, qui m'ont intéressé dans l'étude du langage au sein de la cure. J'ajoute que cette dimension-là, elle se marque aussi bien dans le langage du patient que dans le langage interprétatif. Et c'est aussi ça qui m'a paru extrêmement intéressant. Alors, je dirais qu'après ça, on peut se poser la question de savoir quel est l'intérêt disons, de cette perspective pour la clinique. Il me semble qu'elle est double. D'une part, disons, une particulière sensibilité au style du patient, à sa manière de s'exprimer, je dirais, donne une intuition non pas sur les contenus, mais je dirais sur l'état d'excitation et sur la position qu'il peut avoir par rapport à ces perspectives inconscientes et je dirais la distance ou au contraire la proximité qu'il peut avoir par rapport à, je dirais, à ces thèmes centraux.
plus un langage est, je dirais, factuel, lointain, etc. Et plus on peut penser que ce qu'il va trouver à s'exprimer va le faire par le biais de la compulsion de répétition et le retour de l'agir. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le patient va emprunter quelque chose de sa manière de s'exprimer pour réactualiser un élément de son passé, exactement comme il est décrit par Freud dans répéter, perlaborer, élaborer. Et puis, il y a une autre forme de langage qui est celui disons, qui donne accès à la métaphore et qui est beaucoup plus un langage rêveur et associatif. Alors, ce qui m'a intéressé comme linguiste, c'est le fait que chacun de ces styles, chacune de ces manières de faire, emprunte d'une certaine façon à des parties différentes du langage. Si vous voulez, quand le langage est comme un agir et qu'il exerce une pression sur l'autre dans une relation intersubjective, à ce moment-là, ça se marque beaucoup par la grammaire qui a recours à l'impératif, qui a recours à tout un ensemble de choses de cet ordre. Et au contraire, quand le langage se fait plus rêveur et qu'il est en quelque sorte le lieu sur lequel se déposent les formations inconscientes, à ce moment-là, c'est beaucoup plus du côté du lexique, et du lexique à plusieurs valeurs, c'était, disons, les sens opposés des mots primitifs sont bien là, que les choses vont se traduire et s'aménager. Et il me semble que c'est aussi important du point de vue du style interprétatif que de prêter attention au langage. Parce que il me semble qu'une interprétation ne se définit pas uniquement par son contenu, elle se définit aussi par son style. Se définir par son style, par exemple le style des pronoms, quand vous dites on, quand vous dites je, quand vous dites tu, quand vous supprimez les pronoms, quand vous dites nous, ça a évidemment une valeur différente, même si le contenu notionnel de l'interprétation demeure identique. Et par ailleurs, bien entendu, toute la manière que vous avez disons, de mettre les choses à distance ou à proximité est aussi décisif dans la qualité de l'interprétation que vous pouvez proposer. De ce point de vue-là, il m'est apparu assez rapidement qu'il y avait, je dirais, par rapport au contenu de ce qui se déployait et par rapport au processus psychique que le patient déploie au cours de la séance, il m'est apparu qu'il y avait deux positions fondamentales du point de vue, je dirais, de la prise de parole. Il y a une position de la prise de parole interprétative, je veux dire. Il y a une position qui est une position en côte à côte, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, patient et analyste voient émerger quelque chose dans le discours du patient et je dirais qu'ils le prennent en commun et ils le commentent en commun et je dirais qu'à ce moment-là, importe peu de qui émane la parole. C'est comme s'il y avait une sorte de parole qui émergeait en séance et qui pouvait aussi bien provenir du patient que de l'analyste, dans une espèce de dimension indéterminée. Et bien entendu, là, on est dans une perspective de type associatif. En revanche, il y a au contraire je dirais une autre perspective qui est dans laquelle, si vous voulez, l'interprétation se rapproche d'une réplique de théâtre ou d'une interprétation psychodramatique. Et là, les gens, le patient et l'analyste sont beaucoup plus dans une position que moi j'ai appelée, faute de mieux, de face à face. Et il me semble que, disons, il y a des tas d'indices dans la qualité du langage utilisé qui permettent de caractériser ces deux positions et de jouer sur ces deux positions pour que quelque chose de l'interprétation puisse faire comme c'est toujours finalement souhaitable, une conjonction entre la pulsion et la défense sans confronter le patient à une sorte de déroute de la défense, parce qu'évidemment, sans ça, on a quelque chose qui est du registre de l'interprétation sauvage. Le langage, très souvent, et particulièrement le langage du patient, mais aussi d'une certaine façon celui de l'analyste, donne des indices sur la nature du transfert. Je m'explique, non pas si c'est un transfert amoureux ou si c'est un transfert haineux, mais beaucoup plus sur la nature de l'objet transférentiel. Et quand je dis l'objet transférentiel, je ne pense pas simplement à un transfert paternel ou à un transfert maternel, mais je pense également, disons, dans le registre, disons, de la succession entre archaïque et triangulé,
Par exemple, je pense qu'il y a des moments où un transfert paternel équivaut à un père dans une structure édipienne, et dans des moments où le père intervient comme, je dirais, une non-mère, et non pas encore constituée dans une perspective parfaitement triangulée. De même, la parole du patient peut donner quelque chose qui permettent de comprendre et d'entendre la différence entre une mère archaïsante et une mère édipienne qui s'inscrit alors dans, disons, une possibilité de triangulation. Je dirais que, assez curieusement, vous avez rappelé tout à l'heure que j'ai travaillé avec des enfants autistes, assez curieusement, ces dimensions-là sont également présentes chez les enfants autistes. On a coutume de dire que les enfants autistes ont de grandes difficultés pour la communication, ce qui est vrai, mais ça n'est pas pour autant qu'il y a chez eux un désinvestissement du langage. C'est-à-dire que le paradoxe qu'on trouve dans l'emploi du langage chez certains enfants autistes, essayons de nous abstenir de toute généralisation outrancière, c'est le fait que le langage est utilisé à d'autres fins qu'à des fins de communication. Pour le dire simplement, et il est toujours utilisé pour essayer de rassurer l'enfant sur la manière qu'il a d'être troublé par le contact avec le monde extérieur. Voilà, donc je crois que, si vous voulez, à partir du moment, si j'ose dire, où on n'aborde pas le langage comme un intello, c'est-à-dire où on prend vraiment le langage pour ce qu'il est, c'est-à-dire dans sa dimension la plus vivante, je crois qu'il y a tout un ensemble de choses qu'on peut en tirer et que c'est un outil formidable pour essayer de comprendre aussi ce qui se passe dans la séance. Je précise bien entendu que dans une séance d'analyse, je ne suis absolument pas mobilisé par la question du langage. Sans ça, j'aurais beaucoup de mal à laisser flotter mon attention, bien entendu, et à la maintenir en égal suspens. Oui, alors quand vous aviez évoqué tout à l'heure le côte à côte et le face à face, ça m'a rappelé votre manière de travailler justement avec les enfants autistes. Vous ne vous placez pas face à l'enfant, mais côte à côte. Et vous avez travaillé sur l'intonation. Et justement, pour vous, l'intonation est une marque qui obéit à certaines règles et qui échapperait en partie aux personnes autistes. Alors, est-ce que vous pourriez dire quelques mots là-dessus et peut-être conclure ? Alors, oui, disons, contrairement à ce qu'on dit d'ordinaire, l'intonation, ce n'est pas une sorte, disons, ça n'est pas laissé à la bonne volonté de celui qui s'exprime. Ce sont des règles aussi strictes, d'une certaine façon, que les règles qui régissent la grammaire, ce d'autant qu'à l'oral, il y a beaucoup de marques grammaticales qui sont perturbées. La différence entre le français oral, c'est moins vrai de l'anglais, mais la différence entre le français oral et le français écrit est considérable. Et si le français oral reste compréhensible, c'est en raison de l'intonation. Si vous voulez, ce qui se passe pour les enfants et pour les adolescents autistes, on a souvent dit qu'ils avaient une voix d'ordinateur, qu'ils avaient une voix plate, etc. Il me semble que c'est très lié à la mise en place de l'intonation et son déploiement, et très lié à la possibilité chez le sujet d'avoir la conviction d'une possibilité d'échange avec l'autre. Dans un entretien filmé entre René Dietkin et un jeune homme autiste que j'ai étudié avec une collègue linguiste, Marianne Morel, il y a longtemps de ça maintenant, on s'est aperçu que, si vous voulez, l'intonation du patient était plate et inaudible, si j'ose dire, la plupart du temps, et qu'au contraire, quand il s'agissait de choses qui faisaient allusion au transfert, c'est-à-dire quand Dietkin ou lui-même remettait en scène quelque chose qui s'était passé, puisque c'était un entretien qui venait à la suite d'un long traitement, qui s'était passé les années antérieures, quand le patient était convaincu qu'il avait, disons, un objet de pensée commun avec Dietkin, à ce moment-là, son intonation se normalisait, ce qui est tout à fait remarquable. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'intonation est à la fois un principe grammatical, mais qui exige la conviction d'un partage pour pouvoir se déployer de manière banale. Et je crois que, disons, toutes ces dimensions-là sont présentes de manière différente, bien entendu, avec toutes les formes de difficultés qu'on peut rencontrer dans la cure. Voilà, c'est un peu là-dessus que j'aimerais terminer. Laurent Denon-Boileau, je vous remercie d'avoir accordé cet entretien à la revue Psychoanalysis Today. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir.